entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le samedi 5 avril 2025, bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine de la région. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré à la coopération entre la Russie et les pays du Sahel central. Il est intitulé AES, Russie, les raisons d'un rapprochement. Alors, pour la première fois, jeudi 3 avril, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré simultanément à Moscou ses homologues du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qui ont fondé l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Une rencontre quadripartite inédite à Moscou, symbole du partenariat renforcé que la Russie tisse avec ces trois pays sahéliens. Alors, outre leur réunion commune, Sergueï Lavrov s'est entretenu individuellement avec chacun de ses hôtes. Les 4 ministres ont ensuite tenu une conférence de presse conjointe lors de laquelle le chef de la diplomatie russe a annoncé que son pays allait approfondir sa coopération militaire, économique et diplomatique avec ceux de l'AES. Alors, pourquoi les pays de l'AES misent-ils sur la Russie ? Quelles sont les ambitions de la Russie au Sahel ? Quels sont les domaines concernés ou couverts par la coopération entre la Russie et l'AES ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de l'événement du Sahel d'aujourd'hui. Alors, pour tenter de répondre à toutes ces questions aussi intéressantes les unes que les autres, nous avons avec nous Ahmed Kateb, journaliste, ancien directeur de Canal Algérie et chercheur en sciences politiques. Ahmed Kateb, bonjour et sahaïdkoum. Bonjour Zine Sharfawi, bonjour à mes collègues et amis Moqayet Ouarabi et Tariq Hafid et bonjour à tous les auditeurs. En plus, sahaïdkoum koulam touma khir inchallah. Joyeuse fête à tous les Africains musulmans qui fêtent cet événement religieux important dans le monde musulman. Alors, comme vous l'avez signalé, Ahmed Kateb, il y a avec nous Tariq Hafid, notre confrère du quotidien Le Soir d'Algérie et ancien correspondant à Alger de Sputnik. Tariq Hafid, bonjour. Bonjour. Bienvenue Tariq Hafid. Joyeux anniversaire, c'est Ahmed. Merci beaucoup. C'est un événement aussi. C'est également un événement, effectivement. Alors, nous serons en outre accompagnés, effectivement, dans ce numéro de l'événement du Sahel consacré aux relations entre la Russie et l'AES par Mokhranait Ouarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique et consultant de l'émission Mokhranait Ouarabi. Bonjour. Bonjour Zine, bonjour Ahmed et Tariq et à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM et Aïd Moubarak à tous. Merci à vous tous. Alors je vous renouvelle mes salutations. Nous allons commencer par le plus jeune d'entre nous, à savoir Mokhranait Ouarabi. Mais bon, Mokhranait Ouarabi est peut-être le plus jeune, mais il est également le plus intelligent. Donc Mokhranait Ouarabi, pourquoi les pays de l'AES misent-ils sur la Russie ? Pourquoi spécialement la Russie et pas un autre pays ? Parce que dans la sphère actuelle dans le monde, on a le choix entre l'Occident et la Russie. La Russie qui a une industrie militaire, une expérience dans le domaine militaire très importante et capable justement de fournir ce que des pays occidentaux refusent de fournir ou bien conditionnent par autre chose. Donc il faut revenir au contexte de ces pays qui vivent dans une région qui est l'épicentre du terrorisme international. Les rapports le confirment depuis quelques années. Sont confrontés à une flambée de terrorisme. À une flambée de terrorisme, donc à un problème existentiel. C'est-à-dire c'est une menace carrément sur les États.
l'expérience, la mauvaise expérience qu'ils ont eue avec les alliances occidentales sous l'égide de la France ont prouvé leur échec, puisqu'il y a beaucoup d'immixtion dans les affaires politiques de ces pays. Oui. On ne vient pas pour aider ces pays à défendre, à lutter contre le terrorisme, mais on vient pour justement mettre en place d'autres agendas Oui. qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de ces pays. Donc, il y a eu des changements de régime dans ces trois pays qui ont bien évidemment changé de cap. Ils ont opté pour la Russie parce que la Russie, d'abord, elle ne cherche pas à s'immiscer dans les affaires politiques des États. Deuxièmement, elle a la capacité de fournir en termes de formation, mais aussi en termes d'équipement ces pays. Donc c'est le point essentiel. Deuxièmement, on voit que la Russie, justement, est prédisposée à fournir de l'aide, notamment humanitaire. Elle l'a fait en 2024 pour 6 pays, dont 2 de la région donc, du Sahel central, à savoir le Burkina Faso et le Mali, auxquels ils ont fourni gracieusement, gratuitement du blé, au moment où il y avait une forte tension sur le marché international à cause du conflit russo-ukrainien. Et tout récemment aussi, le Niger a bénéficié d'une aide de plus de 300 tonnes de tournesol fournis, payés par la Russie à travers le programme alimentaire mondial. Donc c'est un État qui, bien évidemment, s'intéresse de plus en plus, revient en force sur le continent africain. Et aujourd'hui, la Russie mise beaucoup sur ces pays de la région parce que c'est des positions stratégiques. Voilà. Très bien. Tarek Hafid, comme je l'ai dit lors de la présentation en introduction, alors vous êtes journaliste au Soir d'Algérie, vous avez été correspondant pendant de nombreux mois, correspondant de l'organe ou du média russe Sputnik, donc vous connaissez un peu vous êtes familiarisé avec la politique étrangère russe. À votre avis, un peu dans le prolongement de la question que je viens de poser à notre confrère et ami Mokhtar Touarabi, que gagnent les pays de l'AES en se rapprochant à se rapprocher d'un pays comme la Russie? Quels sont les objectifs? Alors, on rappelle juste que ce rapprochement entre l'AES et la Russie intervient après que le Mali, le Burkina Faso et le Niger aient rompu leur relation ou leur coopération de défense avec, par exemple, un pays comme la France ou un pays comme les États-Unis. Mais globalement, ce nouveau petit bloc régional entretient des rapports à minima avec l'Occident. Alors, je pense que ça s'est fait par étapes. La première étape qui a été quand même assez discrète au début, c'est l'entrée de Wagner sur le terrain, avec de la formation, avec du conseil, avec du renseignement, notamment au Mali. Et les choses se sont déroulées progressivement avec, bien sûr, la France qui s'est fait bouter hors de cette partie du Sahel. Une région qui a pendant constitué le précaré. C'est quand même le précaré historique de la France. Et à travers la France, donc, des Occidentaux, des Européens, et bien sûr avec, pour le Niger, les États-Unis. Donc ça s'est fait progressivement. Ce qui s'est passé il y a à peu près une année, donc c'était un peu plus d'une année, donc c'était une grande offensive au Mali de l'armée, donc des FAMA, des forces armées maliennes, avec Wagner qui n'est plus, en fait, qui n'a plus le statut de société de sécurité privée affiliée au Kremlin. Mais il a même changé de nom maintenant. Voilà, tout à fait. C'est l'Africa Corps, donc qui est rattaché au ministère de la Défense, qui peut considérer comme étant des unités sous commandement de l'armée russe. Voilà. Mais je pense qu'à un certain moment, autant les pays de cette alliance ont compris qu'on ne peut pas aller que sur le tout sécuritaire, mais qu'il faut aller aussi sur le développement économique, sur l'aspect social, sur des choses qui sont quand même beaucoup plus concrètes pour
pour les populations. Et je pense que c'est ce qui a été décidé à travers cette rencontre. Alors, ce que peuvent obtenir ces trois États, c'est déjà de l'expertise sur le plan des matières premières. Donc, et déjà au plan sécuritaire, un renforcement des capacités. Oui, le renforcement des capacités. Au plan militaire, au plan de défense. Sauf que je pense que les Russes doivent avoir des problèmes oui. Dans le sens où ils n'arrivent pas forcément à évoluer dans un milieu désertique comme le Sahel. On l'a vu. On en parlera voilà, justement. on l'a vu avec l'embuscade qu'ils ont subie au sud de Tinzaouaten, donc Mali. Quelques mois déjà. Il y a cet été. Et donc, je pense que le plus important, l'enjeu, ça va être un enjeu économique. Oui. L'enjeu économique à travers donc, le développement des ressources, un transfert d'expertise notamment pour tous les minerais, donc les matières premières minérales. C'est une région très riche en minerais rares. Qui ont été développés essentiellement par les Français, donc ces pays ont été Pas écartés. Uniquement les Français, lorsque l'on regarde par exemple, lorsque l'on prend en compte... Lorsqu'on prend le cas, par exemple, du seul Mali, il se trouve que les entreprises qui ont le plus exploité l'or, par exemple, c'est une ressource dont dispose en abondance le Mali. On retrouve les entreprises canadiennes, on retrouve les entreprises espagnoles, et australiennes et sud-africaines. Oui. Les Français, c'est surtout l'uranium. Oui, bien sûr, c'est surtout l'uranium. Au Niger, oui. Mais il y a aussi les hydrocarbures qui sont... ça a été prouvé notamment par des recherches effectuées par la Sonatrach au nord du Mali, au nord du... Le bassin de Taoudéni. Voilà, le bassin de Taoudéni, donc au Niger. Oui. Donc, je pense que les choses ne vont pas se régler forcément très rapidement sur le plan sécuritaire, parce que derrière l'aspect sécuritaire, il y a aussi l'aspect politique qui est mis de côté actuellement, notamment au Mali, qui refuse toute idée d'un règlement politique de la crise. Oui. La crise avec le Nord. Avec le Nord, donc avec la rébellion de l'Azawad. Mais l'aspect économique va être très important. Oui, très bien. Merci Tarek Hafid pour tous ces éclaircissements et ces éléments. Ahmed Kateb, il semble que les pays de l'AES ont une attente vis-à-vis de la Russie sur au moins 3 grands dossiers importants. Alors, les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, viennent de créer un ensemble, un bloc régional, qui est maintenant toujours en peine de reconnaissance, ou j'allais dire en phase de reconnaissance. Donc je pense que déjà à ce niveau-là, la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, peut-être aider ces pays-là à conférer à leur ensemble, à leur bloc, d'abord une reconnaissance internationale. Donc au plan politique, il y a une attente. Et puis, un peu comme viennent de dire nos amis ici sur le plateau, il y a peut-être aussi une attente au plan sécuritaire, au plan de la coopération en matière de défense. Et enfin, il y a une attente ou une demande au plan de la coopération dans le domaine économique et particulièrement dans le domaine de l'exploitation des matières premières. Oui, ce sont des attentes à plusieurs niveaux. Vous le dites si bien. Déjà, il y a cette reconnaissance diplomatique de la part de Moscou, de l'ensemble. Parce qu'il y a eu une réunion quadripartite. Oui, on parlera après de l'approche de la Russie dans la région. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'attente des pays de l'AES. J'y arrive. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer. Je vous en prie, Ahmed Kateb. Merci. Donc, il y a ce volet diplomatique. Donc, la Russie, de par son poids, de par sa présence dans les instances internationales, confère de fait à l'AES une reconnaissance qu'elle était en train de chercher. Exact. Ça, je pense que la question est réglée.
Le deuxième niveau, c'est la coopération sécuritaire. Qu'attendent les pays de l'AES, c'est-à-dire ils ont entamé une démarche pour créer un état-major conjoint entre les armées des 3 États. C'est en train de se faire et la Russie accompagne. De fait, il y a la déclaration de Sergei Lavrov. Il y a un projet de création d'une force conjointe, d'ailleurs. Tout à fait. Qui est censé remplacer le G5. Le G5 Sahel. Donc, accompagne de fait cet effort. On est à un deuxième niveau. C'est ça. Et là, c'est beaucoup plus opérationnel des deux côtés. Côté AES et côté Russie. Ça permet à la Russie d'avoir très officiellement un pied-à-terre dans la région, à la demande de ces États, et non pas à la demande uniquement du Mali, par exemple. Donc ce sont le Mali, le Niger et le Burkina qui demandent officiellement à la Russie d'être présente militairement, stratégiquement dans cet espace. Et de parrainer la création cette nouvelle force conjointe. De cette nouvelle force conjointe. Mokhran l'a bien expliqué. Selon le Global Terrorism Index 2025, donc l'AES confirme malheureusement sa position d'épicentre mondial du terrorisme. Oui, le Sahel central. Oui, avec à sa tête le Burkina qui connaît des attaques les plus meurtrières et les plus sanglantes. Oui, donc, effectivement. En termes de statistiques, c'est effarant. À un autre niveau, il y a bien évidemment l'exploitation et l'exploration minière. Donc, ça confère à cette relation AES-Russie une dimension économique. Les États de l'AES veulent sortir de ce schéma de dépendance qu'ils avaient avec la France coloniale, néocoloniale. Bon, maintenant, je ne sais pas si les mécanismes qui seront mis en place permettront à ces pays de s'affranchir réellement de cette de ce type de relation avec la Russie, parce que les Russes lorgnent sur l'or du Mali, sur l'uranium du Niger. Il y a des niches que les Russes entendent explorer et exploiter. Maintenant, ça dépendra de la nature des relations entre la Russie et ces 3 pays de l'AES. Enfin, pour chapeauter le tout, il y a cette coopération au niveau peut-être social. Les pays de l'AES attendent un accompagnement de la Russie par rapport à leurs efforts de développement, à leurs efforts de consolidation de l'État. Et il y a une réelle demande pour qu'il y ait une sorte de renaissance, mais surtout de networking entre les sociétés civiles pour permettre justement aux différentes sociétés civiles des pays de l'AES d'être interconnectées et se connecter avec la société civile russe. Très bien. Mokhran Torabi, vous voulez peut-être quelque chose un complément d'information par rapport à ce que vient de dire Ahmed Kateb. Alors, Mokhran Torabi, nous venons de consacrer une bonne vingtaine de minutes justement aux attentes de l'AES vis-à-vis de la Russie. Ces attentes, juste pour résumer rapidement, sont de 3 ordres au moins. Elles sont sécuritaires, elles sont militaires, elles sont économiques, elles sont aussi politiques. Maintenant, qu'est-ce qui fait courir la Russie dans la région? Alors, les représentants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont rencontré leur homologue russe donc jeudi à Moscou. Au menu des discussions, on l'a vu, on l'a dit, le renforcement de leur coopération militaire et économique. En organisant cette rencontre, Mokhran Torabi, la Russie, elle confirme clairement aussi son intérêt pour le Sahel central. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette région et pourquoi cet intérêt russe pour le Sahel central? Vous avez, Ahmed Kateb l'a si bien dit, c'est une région très riche en ressources naturelles. Et bien évidemment, la Russie, qui est un continent avec ses 17 millions de kilomètres carrés, ne manque pas de ressources, mais elle a besoin de plus pour justement
revenir et se replacer sur l'échiquier international en tant que puissance non seulement militaire, mais aussi économique. Oui. Parce que c'est le talon d'Achille de la Russie aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à sortir sur le plan économique, sur le marché international, à avoir des intérêts un peu partout dans le monde, comme la Chine et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, à travers le Sahel central, c'est toute l'Afrique qui est visée, notamment l'Afrique francophone, qui est un marché assez important, mais aussi une zone riche en minerais rares, mais aussi en énergie fossile. Et vous l'avez si bien dit, le Mali, c'est l'un des pays qui est l'un des plus riches les plus d'Afrique grandes aussi. mines d'or en Afrique. Donc, tout ça intéresse la Russie, mais aussi il y a une position stratégique sur le plan sécuritaire. C'est pas pour rien que les États-Unis d'Amérique ont opté pour le Niger pour ouvrir l'une des plus grandes bases militaires en Afrique, parce que le positionnement géographique permet justement aux forces qui sont placées dans cette région d'avoir un champ de vision en termes de renseignement assez large en coiffant et l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Donc, le positionnement géographique est très important sur le plan sécuritaire. C'est des pays qui regorgent de ressources, mais aussi où tout est à faire. Donc, sur le plan de croissance économique, c'est des pays qui ont besoin de beaucoup. Donc, ils peuvent avoir une croissance économique très forte avec une démographie qui évolue assez rapidement, notamment au Niger. Il y a beaucoup de points qui font qui poussent justement la Russie, qui a maintenant une stratégie mondiale et qui a compris que l'avenir de l'économie mondiale se joue en Afrique. En Afrique. Et c'est à travers... il faut rappeler que l'URSS était déjà présente sur le continent africain, fortement présente. Sauf que maintenant, la stratégie de la Russie d'aujourd'hui, qui est une économie connectée au reste du monde, ouverte, où il y a le public et le privé en même temps, a une nouvelle stratégie sur le plan économique. Elle est la conquête du marché africain à travers le Sahel central. Très bien. Tarek Havid, vous êtes un habitué de la politique étrangère russe. Vous vous intéressez beaucoup aux relations entre la Russie et l'Afrique, la Russie et l'Algérie aussi. Alors, qu'est-ce qui fait courir la Russie dans cette région? Est-ce que le rapprochement, maintenant, utilisons un terme qui n'est pas galvaudé, mais on en parle beaucoup, ce rapprochement stratégique entre Moscou et les pays de l'AES intervient aussi dans un contexte où il y a une très forte rivalité concernant l'Afrique. Pratiquement toutes les puissances, toutes les grandes puissances, y compris les puissances moyennes, veulent se placer sur ce continent que l'on présente comme étant comme le continent de l'avenir. Je pense que les Russes ont compris, en revenant au milieu des années 90 avec ce qui s'est passé au Rwanda, qu'un pays aussi important que la France en Afrique était finalement, c'était le début d'un processus de sortie de ce pays de l'Afrique. On l'a vu avec le Rwanda, avec la Centrafrique, par la suite avec maintenant certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette sortie, ce départ quand même assez précipité de la France doit être remplacé. Donc, je pense que les Chinois avaient compris assez rapidement, peut-être plus vite que les Russes, sauf que les Chinois ont besoin de stabilité pour pouvoir s'installer et ne sont pas forcément dans une logique, j'allais dire, guerrière, comme l'ont été les Français. C'est des stratégies différentes. C'est des stratégies différentes. Donc, le terrain se prêtait et se prête vraiment pour l'état d'esprit russe, pour la stratégie russe. Les Américains sont présents, ils sont toujours présents dans cette partie de l'Afrique, même si c'est beaucoup moins par rapport à ce qu'il était avec ces deux bases de drones au Niger. Agadez. Donc, je pense que les Russes ont
très rapidement, ils ont profité bien sûr de la phase de Covid pour lancer cette stratégie. Mais maintenant, ils sont bien impliqués, c'est-à-dire qu'ils sont engagés et ils ne peuvent pas faire marche arrière maintenant dans la sous-région du Sahel. Donc, ils sont tenus de poursuivre sur cette stratégie avant tout sécuritaire, mais qui doit nécessairement se développer sur les questions économiques. Ils ont dû faire leur compte et trouver que finalement, si ça a arrangé les Français par le passé, c'est que ça va certainement les arranger aussi. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a les Turcs aussi qui sont très actifs. Qui sont très actifs aussi dans la région. Les Émiratis. Les Émiratis et peut-être... Les Iraniens. Exactement, les Iraniens. Oui. J'avais parlé des Iraniens. Des Iraniens qui sont très, très discrets, mais qui sont actifs à travers notamment des confréries, confréries religieuses, à travers des associations. Le caritatif. Et la diaspora libanaise. Et la diaspora libanaise. Bon, l'Afrique, merci Talkhafed, l'Afrique est un continent qui réussit bien aux Russes. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais la Russie est le premier exportateur d'armes en Afrique. Mais Ahmed Kateb, vous qui êtes un féru de géopolitique, de géostratégie, l'Afrique apparaît comme un élément important dans le dispositif russe, d'autant que maintenant la Russie connaît un recul au Proche-Orient et une perte de base en Syrie. Dès lors, il apparaît que l'Afrique, particulièrement l'Afrique du Nord, le Sahel, sont une alternative intéressante aux territoires, j'allais dire, perdus par la Russie dans d'autres régions du monde. On l'a vu, Ahmed Kateb, l'intérêt de la Russie pour l'Afrique, il s'est accentué ces 2 dernières années. On a vu, Sergei Lavrov a effectué de nombreuses visites en Afrique. De nombreuses de nombreuses ambassades ont été ouvertes, inaugurées. Donc cela dénote donc un intérêt appuyé pour l'Afrique dans sa globalité et en particulier pour le Sahel et l'Afrique du Nord. Oui. Quand je dis Afrique du Nord, je pense surtout à la Libye. Oui. D'abord, la perte des bases en Syrie n'est pas tout à fait actée. Oui. On n'en est pas là. D'accord. Il y a des discussions entre les nouvelles autorités et les autorités russes pour permettre toujours une présence, parce que les bases syriennes confèrent à la Russie cette capacité à projeter leurs forces en direction de l'Afrique. La Russie c'est un relais. La Russie est très loin d'Afrique. Donc il faut qu'il y ait un point d'appui quelque part, et ce quelque part, ce sont les bases de Tartous et de Hmimim en Syrie. Maintenant, il y a une présence de fait dans l'Est libyen. Oui, à travers les Wagner qui soutenaient et soutiennent le général Haftar. La Russie dispose de bases aussi maintenant, en Libye. Officieuse. Dans l'Est, mais tout le monde le sait. Officieuse. Disons, pour les observateurs que nous sommes, dès lors que ce n'est pas acté officiellement par l'État libyen, disons, ça reste des bases officieuses. Maintenant, pour les Russes, il faut remplir un vide stratégique. D'autant plus que le Sahel central est l'épicentre mondial, on l'a longuement expliqué, du terrorisme. Si les Russes ou une autre puissance ne s'investissent pas dans la région, on pourra, malgré nous, regarder ces pays tomber, malheureusement, parce qu'il y a un risque réel sur l'existence même des États nationaux au Burkina, au Niger et au Mali. Maintenant, la présence russe, stratégique, militaire, économique, permettra de remplir un vide stratégique et de conforter, de consolider ces États qui sont, faut-il le rappeler, bien évidemment, à la recherche de cette résilience. Ils cherchent une aide pour qu'ils soient résilients face à la menace existentielle. Il ne faut pas les laisser tomber. Maintenant, Tarek a expliqué la démarche chinoise qui est plutôt celle
du commerce, de l'investissement. Mais pour commercer, il faut qu'il y ait paix. Bien sûr. Il faut qu'il y ait stabilité. Et les Russes permettent justement, peut-être, de trouver un terrain favorable à cette stabilité. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le bilatéral, bien évidemment, on vient de le voir, mais il y a également le multilatéral, à travers les forums Russie-Afrique. Qui doit se tenir bientôt, enfin un forum des MAE africains avec leur homologue Sergei Lavrov. Qui doit bientôt se tenir en Afrique. On est dans une sorte de retour de la Russie d'une manière forte, actée, sur le terrain africain. Le Mali de Modibo Keïta était l'allié de l'URSS. Le Burkina de Thomas Sankara était également l'allié de l'URSS. Donc, ce n'est que... Idem pour le Niger. Le Niger, à une certaine période. Oui, oui. On est dans un juste retour des choses et la Russie n'est pas en terrain inconnu. Oui. Il y a des connaissances, il y a une école russe orientaliste, africaniste, qui connaît bien ces sociétés. Maintenant, c'est les conditions qui ont changé. C'est les conditions et les qui enjeux. ont changé. Oui. Et les Russes se projettent à l'international. Oui. Ils sont complètement décomplexés et ils affirment haut et fort leur présence. Oui. C'est peut-être ça, la nouveauté par rapport à ce qui existait auparavant. Très bien. Mokhona et Torabi, l'intérêt de la Russie pour les pays du Sahel et particulièrement pour ceux du Sahel central, on vient de l'expliquer, il trouve plusieurs raisons. Il faut dire que aussi la Russie a besoin de ces pays du Sahel pour faire entendre sa voix au niveau aussi de l'ONU. Donc autant l'AES a besoin de la Russie pour exister, pour être reconnu comme un nouvel ensemble, un nouveau bloc, le terme est adéquat. Bon, il se trouve aussi que la Russie a besoin d'alliés au niveau de l'UNE, quand bien même la Russie est membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, parce que effectivement, le continent africain d'une manière générale est extrêmement important. Constitue un enjeu pour les 5 membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, parce que c'est le continent qui compte le plus de voix, avec 55. C'est un quart de la société internationale. Tout à fait. Donc c'est pour ça que beaucoup de pays s'intéressent, y compris l'État sioniste s'intéresse à l'Afrique, parce que aussi c'est des voies qu'ils cherchent dans ce continent, en plus bien évidemment qu'il soit un marché important et qu'il soit aussi un réservoir de ressources naturelles extrêmement important. Donc effectivement, la Russie, en reconnaissant l'AES, puisque vous l'avez bien expliqué, c'est un acte de reconnaissance de cette entité qui n'a pas encore eu reconnaissance au niveau continental. Donc il y a la Russie qui est là, c'est une locomotive pour justement donner une légitimité internationale à cette entité, nouvelle entité au niveau africain. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'AES va être du côté de la Russie au niveau des forums internationaux. Oui. Mais aussi, par l'AES, la Russie veut aussi montrer l'exemple qu'en travaillant avec la Russie, on peut avancer, évoluer, loin des arrière-pensées ou bien du coup bas qu'un pays peut recevoir d'un pays occidental comme la France lorsque ses intérêts vont en contresens des intérêts de la France. Donc la Russie joue aussi sa crédibilité à travers cette alliance. C'est une alliance stratégique entre les États du Sahel et la Russie sur 2 plans. Sur le plan d'abord sécuritaire, parce que l'enjeu est majeur, comme vous l'avez si bien dit, et sur le plan aussi politique, en apportant le soutien nécessaire pour faire sortir ces États de cette précarité à la fois politique, mais aussi socio-économique. Très bien. Talk Hafed, je ne sais pas s'il est trop tôt de poser cette question. On nous accusera peut-être d'être un peu des empêcheurs de tourner en rond, pardon. Mais bon, nous faisons le travail qui est le nôtre, qui est celui de journaliste et qui est de poser des questions, y compris difficiles. Est-ce qu'il est trop tôt de poser une question sur les gains
les gains enregistrés, est-ce que les pays du Sahel commencent à enregistrer des gains de leur rapprochement avec la Russie? Cela fait maintenant au moins 4 ans depuis que l'AES s'est, disons, mise sur l'orbite de la Russie. Est-ce qu'il y a un impact sur les populations? Est-ce que sur le terrain, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ce rapprochement déjà commence à donner ses fruits? Je vais juste vous raconter une petite anecdote. Quand Oui. J'écrivais... alors, j'avais interviewé un des responsables de l'alliance, donc de la rébellion de l'Azawad à l'époque. Vous travaillez pour Sputnik à l'époque. C'était pour Sputnik. Hein, Oui. donc, j'avais interviewé un des responsables qui disait voilà, on a commencé à constater l'arrivée de formateurs russes Oui. de Wagner au Mali. Ils sont en train de former des officiers, des militaires maliens. Donc j'avais écrit ce passage dans cette interview et très rapidement j'ai eu un retour de la rédaction, non pas de Paris, puisque en tant que correspondant à Alger, je dépendais de la rédaction de Paris, mais de Moscou. Disant oui, mais Wagner, c'est pas la Russie. C'est pas la Russie. Wagner, c'est une société privée Oui. qui ne dépend pas de Moscou. Et puis, si c'est possible, si tu acceptes, en voyant bien sûr avec la personne que tu as interviewée, au lieu de mettre mercenaire de Wagner, est-ce qu'on peut mettre membre pas du groupe, de la société privée. Oui. Alors, c'était une société privée non affiliée au Kremlin, Oui. Wagner. Et donc, j'ai contacté ce responsable. Il m'a dit non, moi, j'ai pas de problème. L'essentiel, c'est que ça soit écrit Wagner. Voilà. Voilà. C'est après, ils peuvent citer comme ils veulent. Nous, on sait que c'est des mercenaires. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, l'interview bien sûr est passée comme ça avec cette petite modification. Ça veut dire que, en fait, je pense que c'est un peu trop tôt parce que. Mais là, on sent un changement de stratégie quand même. On sent un changement de stratégie qui, je pense, va arranger tout le monde, C'est ça, voilà. Notamment un pays comme l'Algérie, parce que on va en parler. Parce que, en fait, ce qui gênait l'Algérie, c'était quoi? C'était cet aspect justement qui était très L'Algérie l'a dit haut et fort d'ailleurs. Bien sûr, qui a refusé que ce soit toujours en Libye, condamné la présence de mercenaires étrangers, quelle que soit leur origine. Puisque maintenant c'est assumé, vous dites que Wagner c'est une unité de l'armée russe et que maintenant vous avez des relations officielles avec donc cette alliance des pays du Sahel, tant mieux. Il y a eu beaucoup de discussions. Oui. Voilà, tant mieux, tant que c'est fait ouvertement, tant mieux. Oui. Je pense que je lance ça comme ça. Après, je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Je pense que le prochain sommet des BRICS, il est possible qu'on ait cette alliance d'une certaine façon intègre d'une façon que l'AES intègre d'une façon ou d'une autre les BRICS pour justement essayer de bénéficier peut-être d'un peu plus d'aide de cette organisation. Très bien. Je peux dire un dernier mot? Oui, je vous en prie, allez-y. Voilà. L'enjeu aussi, ça va être quelle va être la réaction des États-Unis. Parce que en fait, les États-Unis se sont quelque peu effacés après le départ des Français. Est-ce que les États-Unis vont accepter que les Russes s'implantent d'une façon ouverte et aussi importante dans cette région? Est-ce qu'ils vont peut-être déléguer aux Russes, puisque visiblement les deux présidents s'entendent bien, en tout cas pendant le mandat de cette administration, tous les aspects sécuritaires? Je pense que les enjeux, ça va être un peu ça aussi. Oui, très bonne question, effectivement. Hamid Kateb, nous allons terminer la question avec vous et vous aurez le plaisir et sans doute le privilège de dire le dernier mot. Tarek Hafed parlait de l'Algérie, justement. Alors, on est dans un monde en pleine mutation, particulièrement en Afrique. Alors, les anciennes puissances coloniales sont expulsées du continent les unes après les autres. Il y a de nouvelles puissances qui arrivent, qui prennent leur place. Il y en a qui ont peut-être de bonnes intentions, il y en a qui n'en ont pas et qui sont là aussi dans des logiques de prédation. Donc les Africains doivent faire attention dans tous les cas.
comment nous, Algériens, doit-on percevoir justement maintenant l'installation de la Russie au sud de nos frontières? Je rappelle que la Russie est un partenaire important de l'Algérie. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que doit-on être content ou s'en inquiéter? Je ne poserai pas la question en ces termes-là. Peut-être je me référerai à deux propos. Le premier, celui du président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa dernière rencontre avec la presse, où il a dit l'AES est là, c'est un fait, donc on traite avec elle, etc. Bien sûr. Déjà. Surtout que notre doctrine est la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Affaires internes des pays, etc. Donc déjà, il y a une reconnaissance algérienne de fait de ce bloc. C'est ça. Deuxième propos, c'est celui de notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Atnaf, qui déclarait fin décembre que l'Algérie et la Russie avaient trouvé un cadre ad hoc de discussion par rapport à la présence russe au Mali notamment. Donc ça discute, il y a des relations, bien évidemment des relations stratégiques entre l'Algérie et la Russie, et la présence de la Russie au sud de nos frontières, si c'est une présence stabilisatrice, ça ira directement dans la droite ligne de nos intérêts. Je ne pense pas que la présence russe soit une présence déstabilisante. Il y avait des présences auparavant plus dangereuses, plus problématiques, notamment françaises, etc. L'Algérie avait fait avec. L'Algérie avait proposé le CEMOC comme cadre stratégique. Il ne faut pas l'oublier. Il faut que les questions importantes soient traitées par les Africains et entre les Africains. Voilà. L'Algérie est un pays de fait, un pays sahélien de fait. Le Sahel climatique, le Sahel géopolitique. Donc, on est partie prenante et on ne peut pas être exclu de toute discussion qui se fera dans la région. L'Algérie est partie prenante. Mais dans l'absolu, Ahmed Kateb, il faut des solutions africaines aux problèmes africains, quel que soit le partenaire extérieur. Nous privilégions des solutions. D'autant plus que l'Algérie a le privilège et l'insigne honneur d'être vice-présidente de l'Union africaine. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. C'était le mot de la fin. Merci de l'avoir prononcé. Ahmed Kateb, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la rencontre entre le MAE russe et ses homologues des 3 pays composant l'AES. Donc, ont participé à ce numéro de l'événement du Sahel notre confrère Mqoran Touarabi, consultant de l'émission. Merci Mqoran. Ahmed Kateb, journaliste et chercheur en sciences politiques. Et enfin, Tarek Hafid, notre confrère du Soir d'Algérie et ancien correspondant à Alger de l'agence Spoutnik. Alors, pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur la page Facebook d'Ifriqiya FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Amin Zawi. À la console technique, il y avait Karim. Le streaming, par contre, a été assuré par Hamid Sihmed. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.